Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, Raphaël Legendre est sur ce plateau, évidemment, comme tous les matins. Et nous recevons François Carayolle, président, directeur général de la Brosse et Dupont. Bonjour François Carayolle. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de la matinale de l'économie. La Brosse et Dupont, ETI, leader dans le non alimentaire. Vous êtes PDG depuis 2004, depuis un peu plus de 20 ans. Vous avez dépassé l'an dernier les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment on reste à flot dans un contexte économique incertain, à la suite d'une grande période d'inflation où les gens, on le sait, épargnent davantage et consomment moins? Comment on reste comme ça attractif? C'est un marché concurrentiel. Si on veut rester devant, il faut courir plus vite que les autres. Donc il faut maintenir sur les équipes une pression permanente, une recherche d'innovation, de compétitivité, de gain de performance. Et il faut le faire de façon, en tout cas dans notre métier, de façon décentralisée. C'est-à-dire qu'il faut créer des équipes petites, mobiles, réactives. Et il faut être plus réactif que les autres. Quand les marchés changent, il faut être les premiers à s'adapter. Il faut renouveler notre offre produit régulièrement pour suivre les tendances de la consommation, être à l'écoute des distributeurs qui sont nos partenaires et avancer, essayer d'avancer toujours plus vite et être très réactif. Vous êtes un excellent indicateur avancé un peu du niveau de consommation des Français. C'est vraiment les produits du quotidien, la Brosse et Dupont. On a eu les chiffres de l'INSEE il y a 48 heures sur le premier trimestre qui n'était franchement pas très optimiste. La consommation au niveau macroéconomique est flat, voire recule un peu. Qu'est-ce que vous voyez dans vos chiffres sur le début de l'année ? Oui, la consommation est tâtonne. Elle est faible, légèrement négative. Dans nos activités où nous sommes leaders en termes de part de marché, on a des chiffres négatifs. On voit que les Français consomment moins. Alors, heureusement, on a d'autres activités qui, elles, sont en forte croissance. Lesquelles ? Le maquillage, par exemple, où nous sommes le challenger de grands groupes comme L'Oréal, Coty. Oui. Et là, on gagne de la part de marché depuis plusieurs années parce qu'on a une gamme qui est mieux positionnée et plus performante que celle de nos concurrents. Donc là, on gagne de la part de marché, on gagne de la distribution, on réussit à faire des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années, là où le marché, lui, est négatif. Mais dans les activités où on est plus dominant, c'est plus difficile. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Ce sont 22 000 entreprises indépendantes, 250 000 emplois. Quel bilan vous tirez des dernières négociations commerciales qui se sont achevées fin mars et qu'est-ce que ça va générer sur la suite de votre activité en 2025 ? Les négociations de cette année ont été très difficiles. On avait en face de nous des distributeurs qui avaient des objectifs très importants en termes en général de baisse de prix. Ils voulaient des baisses de tarifs. Et les PME sont en situation de faiblesse. Le rapport de force n'est pas en notre faveur, à la différence des grands groupes industriels, les adhérents de l'ILEC, l'autre association professionnelle, qui eux sont en situation de force. Et donc les PME souffrent. Moi, je sais que dans les débats qu'on a au conseil d'administration, on a beaucoup d'adhérents, pratiquement un tiers des adhérents qui sont en perte, en déficit et qui sont en danger. On n'a pas bénéficié cette année d'une différenciation comme on a pu bénéficier l'an dernier. Le législateur nous avait offert la possibilité de terminer les négociations avant les multinationales. Et ça permettait d'avoir un rapport de force un peu plus équilibré avec les distributeurs et de pouvoir négocier des compensations. C'est beaucoup plus difficile quand on est sur la même ligne de départ et même ligne d'arrivée que les multinationales. On est vraiment dans une situation défavorable. Il faut que les législateurs comprennent que les PME sont un tissu industriel fragile en France et qu'ils ont besoin, pas de protection. On ne veut pas de protection, on ne veut pas d'aide. Mais ne pas être traités comme les grands groupes. Il faut qu'il y ait un petit peu de discernement et de différenciation. Mais c'est un peu un des sujets de la réforme des Galim, non ? Qu'est-ce que vous attendez de la révision de ce texte ? Alors, moi, personnellement, je suis mal placé pour parler des Galim. Je ne fais pas d'alimentaire. Donc, Ou plutôt sur la PPL des Croisades, pardon, sur l'encadrement des produits, droguerie, parfumerie. Oui, mais d'une façon générale, Galim génère un carcan législatif, administratif énorme. Et je pense qu'il y aurait des façons, et la FEF est force de proposition dans ce cas-là, des façons de faire des choses plus simples pour les petites entreprises et laisser ce véhicule législatif qu'est Egalim pour les grandes entreprises et les distributeurs qui, eux, ont les moyens humains et financiers
de gérer cette complexité. Est-ce que l'encadrement des promotions a eu un impact important sur votre résultat? Je rappelle que la nouvelle réglementation imposait des promotions de 30% maximum qui vont passer là à 40% en test cette année. Quel impact ça a eu sur vos comptes? Alors, sur la brosse et du pont, très peu. On n'est pas touché, on fait assez peu de promotions. On est acteur dans les grosses opérations beauté, mais ça n'a pas eu d'effet concurrentiel fort. Les gens qui sont... parce que nous faisons des produits quotidiens, mais nous faisons des produits, on va dire... moi, j'ai des gammes en rotation lente, c'est-à-dire qu'on a des fréquences d'achat, ce sont des équipements durables de la maison, des fréquences d'achat qui sont faibles, et donc ce sont des produits qui ne se stockent pas. Je vais vous dire simple, c'est pas parce que c'est en promotion qu'on va acheter 3 mascaras ou 2 balais ou 5 seaux. Voilà. Alors qu'on a vu l'an dernier, à la fin de la loi, des fortes promotions amenées par la loi de Crozeille, des gens se sont stockés sur les lames de rasoir, sur les couches, etc. Absolument. Nos produits, nous ne sommes pas sensibles à ce genre d'activité. 25% de votre chiffre d'affaires est exposé à l'étranger. C'est quoi vos autres marchés? Alors, principalement la Pologne. Nous avons des activités, nous avons 2 entités qui sont très performantes en Pologne et dans les pays de l'Est, et également, alors un petit peu en Belgique, Espagne, Portugal et les dom-dom. Vous restez sur l'Europe, donc vous n'avez pas trop d'impact de la guerre commerciale actuellement? Vous avez des effets indirects? Directement, non, parce qu'on n'exporte pas vers les États-Unis de façon très marginale. Mais on sait que dans la relation avec nos partenaires industriels, en particulier en Europe ou en Chine, il y aura des effets indirects, bien sûr. Il y a un vrai sujet sur le produire local, sur le produire en France. Vous êtes une entreprise extrêmement implantée, vous êtes en Picardie. L'histoire de la brosse et du pont est ancrée dans le territoire picard. Est-ce qu'on peut encore produire en France? Vous allez me dire oui, puisque vous le faites, mais pendant combien de temps encore des produits du quotidien sans rogner sur ces marges? Quand on voit qu'effectivement votre terrain de jeu maintenant c'est plutôt l'Europe de l'Est, est-ce qu'il n'y a pas la tentation d'aller voir là-bas pour des usines, pour des lignes de production? Est-ce que c'est pas compliqué de rester en France? Alors, notre activité en Europe de l'Est est autonome. C'est-à-dire que vous produisez et vous vendez là-bas? Oui, et ce ne sont pas les mêmes produits que ceux qui sont produits ou vendus en France. Donc, les choses sont séparées. En revanche, on a 2 usines en Picardie, une dans l'Oise, à côté de Compiègne, et une dans l'Aisne. On fabrique en France, on le fait de façon rentable. Dans les opérations de restructuration des années 2000, on a vraiment fait le tri dans nos productions, dans ce qui est produit en France ou ce qui est produit en Italie, en Espagne ou en Chine. Ce qui est produit en France est fait de façon rentable, mais on est obligé de le limiter à des activités à faible teneur en main-d'œuvre. Dès qu'on a une part importante de main-d'œuvre dans le prix de revient des produits, ça devient très compliqué. Donc le secret, c'est l'automatisation, c'est ça que vous dites. Les machines sont les mêmes. Qu'on produise en Chine, en Italie ou en France, la machine qui fabrique le balai, la brosse, est exactement la même. Donc on est compétitif, on sait gérer, on fait des investissements, on achète des machines neuves. Simplement, quand il y a une part main-d'œuvre en montage, avec beaucoup d'opérations manuelles, ce n'est pas le coût de la main-d'œuvre en France est le plus élevé en Europe. On est même beaucoup plus élevé qu'en Allemagne ou en Italie. Alors évidemment, on ne va pas se comparer avec des pays d'Extrême-Orient ou à bas coût de main-d'œuvre, dans lequel il y a d'autres éléments de l'équation, le coût du transport, etc. Mais on devrait avoir, idéalement, un coût de la main-d'œuvre en France qui devrait être même niveau à peu près de coût que ceux de nos principaux voisins. Merci beaucoup François Caraïol d'être venu nous voir, président directeur général de la brosse et du pont, d'être venu ce matin dans le grand entretien de la matinale de l'économie.